Salut toutes celles et ceux qui sont avec nous pour ce live totalement improvisé qui n'a, mais alors je vous le dis, aucune ambition, aucun but ni fonction. C'est un truc que je viens de décider au pif du pif du pif il y a 20 minutes. Il y a 20 putains de minutes parce que la citadelle est tombée. Alors oui, j'abuse un petit peu, la citadelle est pas totalement tombée, mais elle est un peu tombée quand même. Et en fait, eh ben j'étais content. Voilà, j'étais content et j'avais envie de partager ça avec vous. Yves, il lance un live. Non mais c'est ça. Il y a un moment, j'étais là, je me disais non mais cette histoire de Barnier, je m'en bats les couilles. Franchement, c'était un peu ma posture depuis 2 semaines. Hein. C'était vraiment, j'étais en mode ah cette censure, machin, j'ai pas envie. J'ai rien suivi plus que ça parce que franchement, ça me saoulait. J'avais 1 milliard d'autres trucs à faire et tout. Et là, tout à l'heure, quand j'ai su qu'il était parti, ce con, que le gouvernement avait été censuré et qu'ils allaient démissionner, eh ben j'étais content. Franchement, ça m'a fait un vrai petit plaisir d'imaginer Emmanuel Macron comme ça en train d'apprendre que son putain de gouvernement vient d'être censuré, de voir la tête de Barnier, ce miel, la gueule de Braun-Pivet quand elle a dû lui dire... Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur. La citadelle a pris son coup de pelle et ça fait plaisir. C'était miraculeux. Ça, c'est les meilleurs moments. Ça, c'est pour ça que j'aime la politique. C'est quand tu vois ces gens-là, ces espèces de bourgeois imbus d'eux-mêmes qui nous chient sur la gueule en permanence, les gens qui vont baisser les appels de 5 €, là, ce genre de bons gros connards, et que tu les vois s'en prendre une dans la tronche et se rendre compte qu'ils n'ont pas tous les pouvoirs. Ah, ça fait du bien. Tournée générale. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui paye. Voilà, je m'engage pour lui, c'est lui qui paye. Je vous jure, j'ai rien. Vraiment, j'ai pas le début d'un truc de je sais pas de quoi je parle. Vraiment, je ne sais pas, j'avais la flemme, ça me saoule, c'est l'Assemblée nationale. Pardon de le dire. Excusez-moi, je sais quand on est de gauche, on doit faire semblant qu'on est passionné par ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je m'en bats les couilles, mais d'une force, vraiment, c'est d'un ennui, mais c'est horrible. Et de temps en temps, je sais, il y a un banger comme là, genre où il se passe un truc, vraiment, le pays joue son rôle. Mais c'est exactement, je sais pas si vous avez des potes qui sont fans de jeux de plateau et vous allez chez eux et ils vous font jouer à ce jeu de plateau qu'ils aiment mais du fond du cœur, et en plus c'est plusieurs couples qui aiment les jeux de plateau, donc ils sont là, tout le monde connaît les règles et ils essayent de vous les expliquer en se coupant mutuellement la parole pour vous dire oui alors si tu fais ça il se passe ça nanani nanana, genre les censures par exemple, t'as droit à tant de censures par groupe, tu peux le faire tatati tatata, dissoudre l'Assemblée nationale, oui tu peux mais qu'une fois par an, et puis patati et patata, et puis si tu fais ça ça fait ça, et puis tu fais ça fait ça. Et quoi, tu connais pas les règles? Ben non, je connais pas les règles de ton putain de jeu de l'Assemblée nationale. On me les a jamais expliquées pendant tout mon cursus scolaire où on m'expliquait le théorème de Thalès, qui ne m'a jamais servi à rien. Ce putain de théorème de Thalès, c'est une catastrophe quand même. Jamais une fois je m'en suis servi dans ma vie, je m'en rappelle même pas. On me l'a fait apprendre 10 fois, je sais pas. Mais par contre, l'Assemblée nationale qui va gouverner l'intégralité des choses que je vais faire dans ma vie, comment elle fonctionne, ce qui s'y passe, j'en sais rien. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. C'est quand même pathétique. Le gouvernement Barnier, c'est l'équivalent de t'inquiète, on fait une partie, tu vas comprendre. Ouais, c'est ça exactement, tu vas voir. On fait un tour pour rien, c'est exactement ça qui s'est passé. On fait un tour pour rien, on verra après. Et là, ils sont bon, en fait, on gagnait un petit peu, là, vous êtes sûr qu'on annule? Ah non, moi, je suis trop content. En vrai, je l'ai senti d'un coup, la joie, je me suis dit, putain, mais j'ai envie d'en parler avec vous, j'ai envie d'avoir votre ressenti et tout. Je fais ça au pif, hein. S'il faut, dans 10 minutes, j'arrête, hein. Je préviens. Tout arrive, hein. Là, je lance, j'arrête, hein. S'il faut, je fais comme ça, très rapide. Là, c'est quand je suis très rapide, je fais ça avec les mains, comme ça, je cours très vite, comme Kirikou. J'ai pensé à Kirikou qui court très vite, comme ça, voilà. Donc tout peut arriver. À un moment, je m'arrête et puis c'est tout. C'était des connards de néolibéraux racistes qui faisaient des trucs racistes, qui étaient en permanence en train de défoncer tout et n'importe quoi avec des trucs hyper violents socialement. On les a dégagés. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de rappeler. En fait, vous savez ce que c'est cette sensation? Cette sensation, c'est la sensation d'avoir un pouvoir politique. Ça, c'est un truc, mais putain, oh là là, ça fait du bien. Ah, ça me refile un peu moins bien, mais ça me refait un peu le truc des législatives. Faut pas trop que je m'habitue, je sais que je suis de gauche, je sais que je suis voué à l'échec. Rappelle-toi, Mathieu, tu es voué à l'échec, Ta vie est faite d'effondrement et d'échecs. Tu ne gagneras pas les élections. Non, et là, boum, tu gagnes. De temps en temps, ça sert à quelque chose, putain. Putain, j'ai connu Arlette Laguielle et qui vous vous rendez pas compte.
travailleurs, travailleuses, comme ça, elle lisait à la télé, putain, mon petit frère répétait comme ça, travailleurs, travailleuses, il disait machin, et on se dit, oh putain, jamais on gagnera, jamais la gauche pourra rien faire, on aura toujours des putains de bourgeois au sommet qui feront ce qu'ils veulent comme des espèces de rois, et nous on sera là à dire, oui, excusez-nous, on a faim, qu'on leur donne de la brioche, ça sera, oui, mais on n'a pas de brioche, et ben tant pis, allez vous faire foutre, bon bah d'accord, on s'en va. Et en fait, bah non, de temps en temps, on gagne un truc. Et là, ça commence à faire de temps en temps, de plus en plus de temps en temps, et ça se rapproche. Ah, évidemment, attention, attention, je le dis. Parce qu'après, on va dire, oui, Mathieu, il est content, il n'a pas le droit d'être content, il est de gauche, il est content, est-ce qu'il est vraiment de gauche? En plus, il débat avec l'extrême droite, on commence à avoir des doutes. Un gauchiste content, c'est quand même un peu bizarre. Ah, attention, oui, je sais bien qu'il peut tout se passer. Je sais tout à fait que là, Macron, il a une liste de cartes dans laquelle il y a Voldemort, Sauron, Palpatine, et il se dit, j'hésite, je ne sais pas, est-ce que je prends Sauron ou Palpatine? Il y en a un qui a un sabre laser, oui, mais il y en a un, il a un anneau stylé. Ah oui, l'anneau est stylé quand même, hein. Tu préfères quoi, Brigitte? Voilà, je sais qu'à tout moment, ça nous tombe sur la gueule. Mais, en attendant, pour une fois, ce qu'on fait, ces mobilisations, ces bagarres, les tractages, les affiches, les trucs où on convainc les gens, où on se bagarre, on dit oui mais si tu fais ça, il va se passer ça. Eh ben il va se passer ça, ça se passe. Ça se passe, il y a un truc qui arrive, les connards de néolibéraux dégagent. La décision de Macron, totalement arbitraire, de choisir Michel Barnier, de nous imposer cette espèce de vieux morceau de pierre pleine de mousse qu'il est allé déterrer comme ça au fond de sa cave, il l'a soulevé comme ça, et c'était Michel Barnier, il l'a posé comme ça, il a dit voilà, ce sera votre premier ministre, et l'autre il est là comme ça, il est sorti de son coma rempli de naphtaline, dégoulinant encore de la petite verveine camomille qu'il était en train de boire au moment où il a été le chercher dans la cave, et il a dit comme ça oui, la rigueur, la dette, vous allez payer, bande de cons! Et nous, c'est oh putain, ça fait chier quand même, c'est un peu difficile, hein! Mathieu a pas bu que de la verveine, je suis sobre au dernier degré. Je suis très basé sur YouTube, ouais, je suis très basé, mais là, j'ai rien prévu, là, j'ai rien préparé, je suis pas renseigné. Vous voyez le mec qui venait au contrôle, comme ça, qui montait au tableau, l'air complètement paniqué, interrogé sur la Bosnie-Herzégovine et qui savait pas quoi répondre, là, c'est moi. Mathieu, une démission du gouvernement, ça le rend bourré. Moi, en fait, c'est ça, mon seul niveau d'alcoolémie, c'est les démissions de gouvernement. J'ai été ivre 2 fois, aujourd'hui en 62. Les 2 fois de ma vie. Mais est-ce que vous pouvez déjà me dire votre ressenti? Ça vous l'a pas fait un petit peu ce truc-là? De vous dire que ça sert à quelque chose, tout ce qu'on fait, que ça sert à quelque chose, nos bagarres, que ça sert à quelque chose, de s'énerver, que ça sert à quelque chose, de péter des trucs. Franchement, à un moment donné, si on n'avait pas réussi à avoir un peu une grosse majorité à l'Assemblée nationale, à réunir, à énerver un peu des gens et tout, c'est pas mal. Alors je sais bien sûr qu'il y a le vote du RN qui peut un petit peu mitiger et tout, mais c'est normal, on est dans une tripartition à l'Assemblée nationale, c'est obligé que vous ayez un parti qui vote avec les autres, hein. C'est pas une alliance comme l'ont fait les macronistes. Les macronistes, ils ont voté des lois ensemble. Nous, on a juste voté à un moment la destitution, et c'est notre proposition qui a été votée par le RN. Tout le monde vote, on n'y peut rien, ça, hein. S'ils décident de voter, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que ça va être demain après la dème de Macron? Ah, venez, on commence là-dessus. Allez, envoyez vos techs. Macron va-t-il partir? Macron va-t-il rester? Déjà, juste une seconde, avant de donner une réponse, savourez la question. Elle existe maintenant, elle est réaliste. Ce putain de Macron qu'on nous a collé dans les baskets il y a quelque temps, là, comme ça, sorti de nulle part. Le mec, il était ministre de François Hollande et d'un coup, c'est devenu le Golden Boy, le plus jeune président de la République, insupportable, condescendant au dernier degré. Qu'il vienne me chercher! Et on est allé le chercher et on s'est bagarré, on en a pris plein la gueule et ça s'arrêtait jamais. Et on s'en débarrasse pas de ce con. C'est une merde. Il vaut mieux attraper une maladie vénérienne que élire Macron. Une fois qu'il est là, plus jamais il part. Eh ben, on va peut-être, potentiellement, le forcer à se barrer comme une merde. Et ça fait plaisir. C'est posé là, c'est sur la table, c'est possible. Alors, c'est pas garanti, mais que l'hypothèse soit en suspens, que le mec, il soupèse la décision, là, quelque part, assis sur les chiottes, en train de lire un magazine. J'imagine qu'il lit des magazines aux chiottes, je sais pas pourquoi. Il lit Valeurs Actuelles. Il est là, comme ça, il feuillette. Il regarde la page à l'arrière où il y a les yachts et tout, machin, et il se dit, ah putain, je démissionne et je pars sur mon yacht ou pas. Et nous, on l'y a amené là, avec nos petites conneries, avec notre petit énervement, ça fait un peu du bien. Je pense sincèrement qu'il est trop addict au pouvoir pour partir, mais ça fait tellement de bien de le voir ramer dans sa boue. Mais oui, c'est ça. Moi en fait, je me dis, on est tellement dans le pronostic qu'on oublie de kiffer le moment. On oublie de se dire, mais putain, mais moi je me disais jamais plus on s'en débarrasse. Quand il a été réélu, j'étais là, oh putain. Et il y a eu les législatives.
C'est votre mobilisation législative, les scores que vous avez faits, qui ont amené cette Assemblée nationale, qui ont amené le NFP en première position. Parce qu'on a gagné, là, vous le ressentez que vous les avez gagnés, c'était putain de législatives. À chaque fois, faut vous le redire, vous êtes insupportable. Vous êtes là, oui, est-ce qu'on a vraiment gagné? Je ne sais pas, nous avons peut-être perdu, vous avez eu le plus grand nombre de sièges, vous avez gagné les putains de législatives. Et comme vous avez gagné les législatives, on se retrouve dans une situation où on peut faire démissionner un gouvernement. On se retrouve dans une position où potentiellement, oui, potentiellement, tous les gouvernements vont se casser la gueule les uns avec les autres. Parce que là, niveau stabilité, on va pas se mentir, c'est compliqué. Ça va être un peu compliqué. Mais c'est très bien. Parce que ça met Macron dans une impasse. Ça montre bien que plus personne ne veut de ce système-là. Alors oui, effectivement, il y a les nazis, hein. Ils sont toujours un petit peu là, cachés quelque part. Encore eux. Encore les nazis. On a l'impression d'être dans un mauvais film des années 50. Mais il y a l'alternative de la gauche, la possibilité de proposer autre chose. La proposition d'un autre monde, quoi. Et ça, c'est ce qu'on a apporté pendant des années comme une utopie, qui devient maintenant quelque chose de potentiellement réaliste, comme le fait de faire démissionner un président. C'était impossible avant, c'était putain d'impossible. Et là, on a quand même un président sur la sellette, un gouvernement qui dégage. Putain, mais tous les gouvernements que j'aurais voulu voir partir, franchement, pensez à tous les gouvernements macronistes, pensez à Darmanin. Pensez à si seulement on avait eu ce pouvoir-là pour Darmanin. Mais là, on l'a eu quand même, on les a tous fait partir, ces cons. Kasbarian, Anne Genet, Retailleau, tous ces cons, ils sont partis. Je suis trop contente, mais en même temps, c'est le RN qui permet la censure, donc ça fait peur pour un futur gouvernement. J'ai l'impression que Macron pourra annoncer n'importe quoi demain, même un gouvernement d'extrême droite. Il peut annoncer absolument n'importe quoi. Maintenant, s'il annonce un gouvernement d'extrême droite, je vous rappelle que sa majorité n'est pas totalement acquise à l'extrême droite. Ne pensez pas que tous les macronistes qui restent, les gens de droite qui restent, sont prêts à voter pour le RN. C'est ce que je vous avais dit au moment des législatives, quand les gens me disaient « Ah, ils vont tous voter RN, le NFP ne peut pas gagner », tous les gens de droite qui sont restés de droite, qui n'ont pas quitté le navire, sous Chirac, sous Sarkozy 2, au moment où il était plus président, mais il représentait l'opposition, sous Macron, sous Ciotti, etc., c'est les gens qui n'ont pas envie du tout d'aller avec le RN. C'est des gens, ils sont un peu comme De Villepin. Ils se rendent compte que leur bord politique, c'est un tas de merde, et en même temps, ils ont du mal à assumer que, bon, ils se sont trompés toute leur vie, donc ils essayent de rester au centre. Donc si demain, à l'Assemblée, je veux dire, on se retrouve avec un vrai gouvernement d'extrême droite, c'est possible qu'il y ait une partie des centristes et tout qui sortent des groupes. C'est ça le principe du parlementarisme aussi, hein. C'est pas juste le petit chef qui décide, hein. À un moment donné, il faut qu'il puisse tenir l'Assemblée. Et pour la tenir, il faut qu'il fasse des cadeaux aux uns aux autres. Juste des cadeaux RN, c'est pas suffisant. Donc ne vous attendez à rien du point de vue des gouvernements. Dites-vous simplement que l'instabilité du pouvoir est déjà une victoire en soi. C'est déjà permettre, en fait, de mettre un holà à ce pouvoir insupportable de la Macronie et ce pouvoir tout-puissant. Ce côté, on peut faire tout ce qu'on veut. Le premier mandat de Macron, on était prisonnier H24 en permanence d'un espèce de mec qui disait « Je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux, vous ne pouvez rien faire, j'ai été élu ». Et quand il a été réélu, il nous a dit 2 minutes « Votre vote m'oblige » et après ça n'a plus obligé de rien. Au moins ça, on l'arrête. Au moins les 49.3, les emmerdes, etc., on l'arrête. Le PS n'a pas trahi une première, il n'était qu'une quinzaine de Hollandistes dans le groupe PS, ça ne suffisait pas à faire échouer le vote de trahir. Oui, alors attention, ne commencez pas à dire que le PS n'a pas trahi. C'est plus, on va dire, c'est une fidélité opportuniste. N'y voyez pas l'œuvre de gens qui auraient, je sais pas comment on pourrait dire, mais un amour particulier ou une fidélité particulière pour l'électorat. Hein. À tout moment, ça se barre et ça part en couille. Hein. Là, dites-vous bien qu'il y a un centre-gauche. Yannick Jadot, typiquement, ce genre de gens qui sont en mode est-ce qu'on peut pas te gratter un petit gouvernement? Et eux, ils pensent qu'à ça. Eux, ils pensent pas à vous. Ils pensent pas aux mesures qu'ils mettraient en place. Ils pensent à rien d'autre que le ministère. Il y a des Manuel Valls en quantité. Il y a des gens qui sont là pour le pouvoir, pour ce que le pouvoir leur rapporte, et c'est le capital entier de leur carrière. Ils savent qu'ils ont renoncé à des postes avec de l'argent, qu'ils ont renoncé à des positions sociales peut-être plus élevées pour avoir la possibilité, un jour, de prendre la fusée jusqu'à l'Élysée, et ils veulent pas la rater. Et ces gens-là nous baiseront. J'ai lu quelque part que Retailleau avait ses chances. Ouais, la rumeur est là sur Retailleau. Moi, je sais pas, je suis pas trop convaincu. J'ai l'impression que justement la proposition républicaine, enfin des républicains, ne fonctionne pas. Et le problème est plus profond que ça. C'est déjà, est-ce que Marine Le Pen veut d'une stabilité? Manifestement non. Pourquoi le RN a voté la censure? Enfin, je veux dire, à un moment, Le Pen, la seule raison qu'elle pouvait avoir de voter la censure alors que
Soyons clairs, franchement, le gouvernement Barnier, c'était des serpillères devant les fachos. Il n'y avait rien d'autre à dire. Ils étaient là en permanence en mode « on va faire tout ce que vous voulez, on va être raciste comme vous voulez, on va vous écouter » et quasiment tout. C'est pas sur des questions budgétaires que le clash s'est fait. Je pense que c'est lié au risque de condamnation de Marine Le Pen. Pour le coup, là, il n'y a pas que moi. On est énormément à avoir cette opinion et beaucoup de commentateurs très sérieux que je prends très au sérieux disent que il y a une peur du verdict, il y a une peur de l'inéligibilité, il y a une peur que cette inéligibilité, elle touche énormément de cadres du parti, et que même s'ils ont un peu le golden boy à sortir avec Bardella, et que potentiellement, lui, il s'en sort du truc et tout machin, il y aura quand même un problème, c'est que le gars sera avec un parti vide, un parti qui aura été complètement décrédibilisé aux yeux du public, et que ça va leur sauter à la tronche. Pour le moment, c'est peut-être mieux pour eux de jouer l'élection anticipée et d'espérer prendre la chance tant qu'ils sont hauts, tant qu'ils sont forts. Et puis, il y a cette menace de la gauche. Moi, je pense qu'ils commencent à sentir qu'ils sont en train de perdre leur légitimité. Parce que, à force de se compromettre avec les macronistes, à force d'être dans l'incapacité de proposer une vraie alternative, d'être un vrai changement, et en ayant une gauche qui s'est enfin réveillée, et je le dis, j'ai mes torts, j'ai critiqué les choix, je l'ai dit devant Raphaël Arnaud, et vous remarquerez d'ailleurs que j'ai qu'une parole, J'avais dit que je dirais à Raphaël Arnaud que je m'excusais, que j'avais eu tort sur ça, j'ai dit à Raphaël Arnaud devant lui, machin, que je m'étais planté sur ça. Moi, quand Raphaël Arnaud, il a été proposé comme député, vraiment, j'étais pas chaud au début, J'étais là, putain, mais c'est une catastrophe, ça va nous péter à la gueule, ils vont nous retourner contre nous, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a une attente, je pense, pour une proposition bien plus radicale, bien plus engagée que ce que pouvait proposer la gauche. Et la réalité, c'est qu'en s'euphémisant, d'une certaine manière, le RN, qui reste un parti de racistes fondé par des nazis, qui est impliqué dans des attentats, je le rappelle, au cas où on comprenne mal ma pensée, mais au final, le RN a fini par ressembler à des droitards, parce que les droitards leur ressemblent aussi. C'est vrai que Ciotti, vous le regardez maintenant, vous êtes là avec son petit crâne luisant, vous n'arrivez plus à vous dire... mais est-ce que c'est le RN? Est-ce que c'est encore les Républicains? Et vous en fait, ils se ressemblent, c'est la même chose. Vous savez, c'est Voldemort, là, il y a la tête de Ciotti devant, il se retourne et derrière, c'est Marine Le Pen. La réalité, c'est que ça, je pense que ça touche énormément l'électorat qui se dit, ouais, bon, il n'y a pas tant de rupture que ça. Quand ils ont un peu du pouvoir, en fait, ils font rien. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc, comme disent les jeunes. Et du coup, la gauche est frais. Le FN n'a jamais été construit pour être au pouvoir, il a été construit pour être rentable dans l'opposition. N'effacez jamais le danger du RN ou du FN en vous disant, mais ils sont pas faits pour gouverner. Si, bien sûr. Ils ont un programme qui nous fera sortir des droits de l'homme, qui nous fera sortir de la Convention de Genève, un programme qui va faire mourir des gens, un programme où la personne qui est pensée et prévue pour gérer tout ce qui va être des frontières et des flux migratoires, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité dans des affaires de pushback à l'époque où il travaillait pour Frontex. Donc c'est possible. Pensez bien qu'ils ont un plan. Ils ont un plan et ça peut être horrible. Bayrou, pourquoi est-ce que ça pourrait plaire, intéresser? Parce que c'est une proposition ni de gauche ni de droite et il y a une plâtrée de cons qui sont capables d'y retourner. La réalité, c'est qu'il pourrait convaincre les macronistes, il pourrait convaincre une partie des républicains qui n'a pas forcément envie de se retrouver embarqué dans le bateau qui coule du côté du RN et qui cherche un petit peu un radeau de la Méduse. Et Bayrou, soyons honnêtes, si vous le voyez, imaginez des bateaux. Voilà, attention, c'est une métaphore. Imaginez que chaque homme politique est un bateau, d'accord ? Et il y en a, c'est des voiliers stylés, il y en a, c'est des paquebots, il y en a, c'est des bateaux dégueulasses qui font des marées noires au milieu de la Méditerranée. Darmanin. François Bayrou, c'est un radeau construit comme ça avec des petits cordages, avec d'un tas de déchets flottants en mer, récupérés par des naufragés qui sont dessus avec un sévère mal de mer en train de vomir. Mais ce radeau-là, il est attirant, je pense, pour une partie des gens qui sont sur le bateau Ciotti cauchemar, quoi, si vous voulez, qui étaient là, dans un parti de droite et tout, et qui sont là, mais dis donc, ce bateau de droite, là, qu'on avait, ce voilier, ne serait-ce pas en réalité un sous-marin nazi depuis le début? Et effectivement, il y en a qui se disent, peut-être que le sous-marin nazi n'est pas la meilleure option, et que le radeau, si on s'y met à plusieurs, qu'on y met bien de l'huile de coude, à la fin, il sera joli, quoi. Coper
il est sur le bateau, c'est obligé. C'est une planche du radeau, Copé. Il est comme ça, il joue du piano. Oh, mais c'est François Copé, mais arrête de jouer du piano, tu nous fais chier. Non, je l'arrêterai jamais. Il y a aussi des raclures de chiottes de gauche, quoi, qui vont vouloir y aller. Je dirais pas de nom et tout. On n'a pas beaucoup parlé de Yannick Jadot. La transition vient comme ça, mais rien à voir avec ce que je disais précédemment, hein, évidemment. Mais Yannick Jadot, par exemple, typiquement, voilà, qui, au lieu de proposer une solution, c'est vraiment un pur hasard que je pense raclure de chiottes Yannick Jadot. Hein. J'insiste vraiment, rien à voir. Il y a des gens un peu comme Yannick Jadot qui vont se dire peut-être j'ai ma chance, c'est mon tour, quoi. Hein. C'est ce truc un peu du centrisme, vous savez, très fluctuant. De la même manière qu'un Bayrou, un gouvernement Jadot, il pourrait se dire pourquoi pas. Ces gens-là, en fait, ils disent si entre nous, là, entre bourgeois blancs qui avons toujours eu le pouvoir et tout, on se mettait ensemble, est-ce qu'on referait pas tout comme avant? Et parce que là, ça leur fait peur quand même, ça change et tout, ça les effraie. C'est un peu des Manuel Valls en quelque sorte, c'était des gens qui savent que il y a rien pour eux, quoi. Il y a rien pour eux dans l'avenir. C'est leur chance d'obtenir un ministère et ils en auront probablement pas d'autres et ils trahiront. Casté me donne toujours envie, perso, c'est la terreur des fraudeurs fiscaux. Casté, elle a eu 2-3 cafouillages, mais il faut dire aussi qu'elle a été lancée dans une tornade. Regardez à quel point les communicants du RN étaient, mais dans la semoule, à pédaler comme des cons lorsqu'ils ont été confrontés à des questions un peu difficiles par rapport au procès de Marine Le Pen. Mais c'était magique. Vraiment, ils sont incapables de répondre. Et nous, on a des gens qui sont balancés dans des trucs. Enfin, tu t'arrives dans la campagne, t'es un antisémite, quoi. Il faut expliquer pourquoi t'es pas antisémite à des gens qui n'argumentent pas pourquoi t'es antisémite. Démerde-toi! Vous avez 2 minutes avec 12 chroniqueurs qui vous hurlent dessus, qui vous disent ah oui, et Midule, que vous avez jamais vu de votre vie et qui fait pas du tout partie du NFP et qui n'a rien à voir avec vous. Est-ce qu'il a pas signé en 1992 un truc avec un mec qui une fois a dit quelque chose sur le Hamas? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et là, mais je sais pas. Évidemment, Lucie Castet, elle s'est retrouvée dans des sauces, franchement. Mais je pense que la tornade médiatique a été très sévère. Et qu'en réalité, ce serait une première ministre bien plus compétente que tous les trous de balles de droite qu'on a eu jusqu'ici et que la proposition serait très stylée. Mais son gouvernement ne tiendrait pas. Ce qui vaut pour les centristes, ce qui vaut pour tout le monde, là, actuellement, ça ne pourrait pas marcher. Alors oui, il y a une hypothèse, hein, qui serait un gouvernement d'extrême droite, qui tiendrait sur la Macronie et sur les Républicains, mais il faut partir du principe que ces gens-là ne rendent pas de compte à leurs électeurs à l'échelle locale et qu'ils considèrent qu'ils ont quelque chose à gagner de ça. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de partis avec des grandes têtes qu'on respecte et qu'on écoute et qui tiennent tout le monde. Là, aujourd'hui, dites-vous bien que chez les Républicains, personne tient le parti, hein, manifestement personne, vu que le président du parti est parti, et il est parti chez les nazis, hop là, comme ça, le petit crâne luisant, comme ça, par là, vous imaginez un jour Ciotti il trébuche comme ça, il se tape la tête pile au milieu, ça ferait quand même quelque chose d'assez rigolo à regarder d'en haut, hein, je vous laisse imaginer. Donc c'est pas du tout garanti qu'il décide de soutenir, sur une décision totalement aléatoire, un espèce de gouvernement pro-RN. Disons que c'est pas une catastrophe pour les gens lambda, pour les fonctionnaires, c'est un plongeon dans l'inconnu et l'incertitude pour les futurs projets. Alors les fonctionnaires, excusez-moi les fonctionnaires, ça, alors là, j'en ai plein la casquette. Pourquoi j'en ai plein la casquette? Parce que là, vous aviez un gouvernement, le gouvernement Barnier, ils étaient en train de prendre vos putains de budget, ils faisaient un trou comme ça avec un petit bidule, dans le trou, ils mettaient un bâton de dynamite, dans le bâton de dynamite, ils mettaient de la nitroglycérine, dans la nitroglycérine, ils mettaient un tank russe, et avec ça, ils allaient vous tirer dessus et vous alliez plus jamais avoir d'argent. Alors l'instabilité, moi j'ai envie de vous dire oui, d'accord, je valide, effectivement, il va y avoir probablement des petits moments d'instabilité, mais parti comme vous étiez parti, il n'y avait plus rien. Arrête de nous crier dessus, j'arrête pas de crier, je crie si j'ai envie, c'est une réalité, quoi. Je veux dire, le gouvernement Barnier était un gouvernement qui était dans une destruction systématique de l'intégralité de nos administrations, qui avait une volonté de réformer au prétexte de la rigueur et d'enlever de l'argent de partout. Faut voir où on en était. Enfin, je veux dire, je vous rappelle que le point de départ, c'est le vote du budget. Et vous avez vu la gueule du budget. Je comprends que vous soyez un peu inquiet par rapport à la situation, mais je ne pense pas que vous en serez perdant. Parce que parti comme c'était, là, vous alliez vous faire lessiver. Donc je sais pas où ça nous amène la situation telle qu'elle est, mais en tout cas, la proposition rigoriste extrêmement violente de la Macronie, qui était déjà ultra badante, c'est pas dit que ce soit pire ce qui vient derrière. Moi je trouve que cette logique du moindre mal de se dire bon, ça on connaît, c'est peut-être mieux que ce qui pourrait arriver après. Non, il vaut mieux se dire attendez, mais ça c'est horrible.
peut-être qu'on peut avoir mieux. Tout ce qui arrive aujourd'hui est la conséquence justement de Macron, de la manière dont il s'est comporté, ce côté jupitérien, je gouverne d'en haut, je vous chie dessus, je marche sur tout le monde, je n'écoute rien, je fais ce que je veux. Et bien cette manière de faire, elle a eu des conséquences électorales qui se répercutent aujourd'hui dans le fait que Macron ne peut plus stabiliser un gouvernement. C'est grâce à vous. Et ça, ne l'oubliez pas, prenez vos victoires, hein, prenez vos victoires. Barnier parti, ça reste un boss de Elden Ring en moins. Exactement, la métaphore, elle est très bien. On fait tomber des boss, on fait tomber des boss, on fait tomber des boss. Mais ça faisait je ne sais combien de décennies qu'on était prisonnier dans la première zone du jeu, à poil avec un bâton en bois, à essayer de taper sur des chevaliers en armure. Et là, pour la première fois, on fait tomber des boss. C'est la classe. Surtout que le moindre mal, ça fait un bon moment qu'on se dit, c'est le moindre mal, et en vrai, c'est de pire en pire. Donc bon, à chaque fois, la même, le NFP, les fils à gauche, c'est irréaliste et ça marchera jamais. Mais leur truc marche pas depuis 20 ans maintenant, donc bon. Oui, en fait, on nous renvoie cette idée que nous, ça marchera jamais, ça fonctionnera jamais, vos budgets, nanana, machin, etc. Mais il y a aussi ce côté réaliste. Parce que le vote des législatives, c'est aussi un vote, je pense, matérialiste. C'est le vote de gens qui ne gagnent plus assez d'argent. Putain, mais quand on voit le prix d'un caddie aujourd'hui, moi je me dis, mais il y a une réalité, quoi. Il y a une réalité vécue, ressentie par toutes et tous, qui est de se dire, mais putain, tout coûte plus cher, les prix des loyers ont explosé, on se retrouve dans une précarité qu'on n'avait jamais eue avant. On parle beaucoup de pouvoir d'achat depuis Sarkozy, mais qui pose la question du pouvoir d'achat en ce moment, de dire, mais dans quelle situation économique on se retrouve? Et on a un gouvernement nommé, le gouvernement Barnier, qui est un gouvernement rigoriste, qui ne promettait rien d'autre que moins que ce qu'on avait, alors qu'on avait déjà très peu. Et ça, c'est insupportable. Et les gens qui vont vous dire, ah oui, mais attention, s'il y a dissolution et démission de Macron derrière, parce que bon, posons-le maintenant, imaginons Macron démissionne. Est-ce que c'est horrible pour la gauche? Parce que la question, il faut vraiment la poser là. Oui, on a gagné les législatives. J'insiste de fou, on a gagné les législatives, mais on a pris une branlée aux européennes. Si on regarde les législatives, statistiquement, en termes de nombre de votes, le RN est ultra puissant. Tout seul. Ce n'est pas une coalition, le RN, c'est un seul parti. Et c'est un parti très, très fort. C'est un parti qui a pris une assise médiatique gigantesque, qui a été poussé, non pas par son talent, non pas par une adhésion populaire, mais par une volonté des néolibéraux d'en faire leur ennemi depuis des décennies, donc qui a été mis en avant, qui a été amené dans les médias, dont les thématiques ont été reprises en série par les néolibéraux, et évidemment, bah, ça a eu des conséquences, et ça fait que les idées du RN sont très puissantes, que le RN est très puissant, et que demain, dans une élection, oui, le RN sera une menace majeure, une menace qui a des chances de remporter l'élection. Si demain, le NFP et le RN sont face à face avec une Macronie en lambeaux, ce n'est pas dit que nous puissions gagner un deuxième tour. Je le dis comme je le pense. Dans la situation telle qu'elle est, ce n'est pas certain. Comme ce n'était pas certain qu'on puisse gagner les législatives. Mais on les a, putain, de gagner. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Il y a quelque chose qui bouge à gauche. Il y a une envie de renouveau, une envie de révolte, une envie de colère. Je crois qu'on sous-estime le fait, mais que beaucoup de gens quand même commencent à ressentir la menace du RN. Ça devient réel. Je pense qu'il y avait une déréalisation pour beaucoup de gens à chaque fois sur ces seconds tours, ce côté un peu choix par défaut, ce côté insupportable, devoir voter pour des néolibéraux et patati patata, ça nous mobilisait pas. Et c'est vrai qu'aller voter pour un macroniste, oui, c'est pas bandant, hein, ça fait pas plaisir. Mais là, peut-être qu'on va voter pour nous. Peut-être qu'on va voter pour un des nôtres. Peut-être que ce sera pas celui qu'on préfère. Peut-être que ce sera une bonne surprise. Peut-être, on sait pas, hein, à tout moment, ouais, allez, Poutou, bon, non, ça n'arrivera jamais. Mais voilà, on sait pas, ça peut, voilà, une Lucie Casté, quelque chose comme ça et tout, pourquoi pas? Et ça pourrait passer. Oui, ça pourrait passer. Par contre, ça va être une bataille. Si les législatives, ça vous a paru fou, mais imaginez une présidentielle anticipée, on va vivre un truc, je vous dis, quel que soit le résultat, mais on va en sortir, mais sur les rotules des rotules. Cela dit, potentiellement, on en sort aussi avec le plus grand retournement de tous les temps. Hein. Là, je veux dire, on prend comme candidat un concombre avec 2 punaises pour faire les yeux, une brosse à chiottes pour faire les cheveux, je vote pour. Si c'est face à Le Pen, il n'y a aucun problème, et faites la même chose.
Faites la même chose. Allez voter pour tout ce qui sera en face du RN. On n'a pas le choix de toute façon. Mais la réalité, c'est qu'en face du RN, il y aura pour la première fois, je pense, quelqu'un qui ne sera pas un néolibéral et qui sera une vraie proposition. Ça ne pourra pas être un Hollande, ça ne pourra pas être un Jadot. Ils n'ont pas ce pouvoir politique. Votre victoire politique des législatives nous permet d'imposer un choix politique qui sera forcément plus radical. Ça viendra pas forcément de LFI, ce sera pas forcément la personne à laquelle on pense, ça va être des tractations infernales entre partis politiques, mais à la fin, on aura une proposition, et cette proposition, ça ne pourra pas être un néolibéral de merde. Parce que nous avons une majorité radicale. C'est comme ça. Il y a une majorité radicale aujourd'hui à l'Assemblée qui n'est pas cette majorité de SOSDEM mou du cul qu'incarnait François Hollande. C'est clair, parier une victoire de Méluche face à Le Pen, la cote est forte. C'est sûr, c'est sûr. Et moi, je suis vraiment d'accord avec cette analyse. Hein. C'est aujourd'hui dire un Méluche-Le Pen, Méluche gagne à coup sûr. Enfin, je veux dire, faudrait être le pire analyste, voilà, même si on est dans les avis pas très précis, même moi, je suis capable de me rendre compte que voilà, c'est ça, c'est la galère. Mais c'est pas perdu. Évidemment qu'on va commencer, tout le monde va commencer à vous dire, oui, c'est foutu, si c'est Mélenchon, si c'est ça, c'est foutu, si c'est un LFI, c'est foutu. Ah oui, ben oui, comme on pouvait pas gagner les législatives. Il y a une base militante qui est là, qui sort des législatives, qui est déterre et qui sort d'une victoire politique, ce qui nous était jamais arrivé, victoire politique qui a abouti à la démission d'un gouvernement. Franchement, quand t'es de gauche, t'es bien là. Maintenant, faut arriver à aller chercher les autres. Les gens qui votent pas les fachos pas fâchés. Les fachos pas fâchés, ils sont fachos. Les fachos fâchés, les fâchés pas fachos, ils sont fachos, ils sont partis comme ça. Ils sont chez les racistes, ils sont comme ça, entre eux, machin, ils vont pas revenir. Par contre, il y a plein de gens qui sont déçus de la politique. Et je pense qu'il faut apprendre des États-Unis sur ça. On l'a vu avec le vote Trump et la victoire de Trump. La réalité de la défaite démocrate, ce n'est pas une réalité qui est liée à la grandeur de la proposition politique de Trump. Trump a sa base. Trump a des gens qui votent pour lui, Marine Le Pen a sa base, Marine Le Pen a des gens qui votent pour elle. Maintenant, il y a une réalité. Il y a une réalité, c'est qu'il y a des gens qui vivent l'appauvrissement. Il y a des gens qui vivent le racisme. Il y a des gens qui vivent l'islamophobie. Il y a des gens qui subissent les oppressions. Il y a des gens qui souffrent énormément dans ce pays en quantité et ces gens sont abandonnés des politiques depuis longtemps et aujourd'hui, il y a une proposition politique qui leur parle. Là où les démocrates américains, qui n'ont jamais été de gauche, hein, soyons clairs, ont décidé de jouer le jeu éternel du néolibéralisme, si nous arrivons avec une vraie proposition de gauchisme, oui, les choses peuvent changer. Et à nouveau, ça c'est une grosse différence avec les États-Unis par exemple, où les États-Unis, je pense pas qu'il y ait un vivier qui soit militant, une gauche aussi structurée, aussi forte. Moi, je trouve qu'il se passe quelque chose et c'est beau, quoi. Enfin, franchement, moi, ça me fait kiffer de voir ça. De me dire, ce qu'on a fait pour les législatives, ça s'est beaucoup passé en ligne aussi. Ça s'est passé sur le terrain, ça s'est passé sur les collages, ça s'est passé dans les meetings, ça s'est passé dans les repas de famille, mais c'est aussi passé par, voilà, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, discuter, se donner des arguments, se donner de la force et se donner du courage, putain. Se donner du courage, parce que c'est ça qui nous a manqué pendant 20 ans. C'était pas des explications. C'est bon, hein, Karl Marx, tu veux lire, hop, tu ouvres le bouquin, Bourdieu, tu veux lire, hop, tu ouvres le bouquin. Ce qui nous manquait, c'était le courage de croire que c'était possible, de se rendre compte qu'on était plusieurs, qu'on était ensemble, et de se dire, ouais, on a nos chances. Peut-être qu'il y a une vraie proposition différente qui va passer. Putain, mais moi, j'ai vécu une époque. Je parlais d'Arlette Laguier en début de live, là, pour vous dire, mais putain, mais c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. J'ai rien contre Arlette Laguier, quelqu'un de super, mais c'était ça l'alternative radicale, quoi. C'était cette dame très sévère, travailleuse, qui lisait son texte comme ça. On aurait dit qu'on était kidnappés comme ça et que c'était un terroriste qui lisait automatiquement le truc avant notre exécution. T'avais du mal à croire que c'était ton propre camp politique, quoi. Ça manquait de, comment dire, ça manquait de fun, quoi. Ça sentait le soir comme ça à manger du céleri rémoulade avec une boîte de thon. T'avais besoin d'un peu de rêve dans la vie. T'as besoin d'un peu plus que ça. Et là, on l'a, le rêve. On l'a. C'est trop facile de nous donner perdant. On nous donne toujours perdant, on nous a toujours donné perdant, et n'attendez pas des médias mainstream, et surtout pas des analystes politiques. Mon Dieu, je suis passé par Sciences Po. Ils connaissent bien la Constitution, mais ce qu'ils connaissent pas, c'est les gens. Personne n'avait prévu la victoire du NFP, tout simplement parce que c'est un réflexe de base. Pour les analyses politiques, la gauche ne peut pas gagner. Ça a toujours marché comme ça, pourquoi ça marcherait autrement? Ouais, sauf que des fois, ça se passe pas comme prévu. Et là, je peux vous assurer que personne n'est vraiment en capacité de prévoir ce qui va arriver. Personne n'avait prévu cette dissolution, hein, soyons honnêtes. La manière dont ça s'est passé et tout, vous auriez demandé, mais non, tout le monde va vous dire, mais si, on savait. Mais il y a un mois, non, personne. Mélenchon le sait, je pense que c'est sûrement sa dernière campagne pour une possible anticipée, il s'y met à fond. En interview, j'ai des insoumis qui disent qu'en 2027, c'est pas sûr que ce soit lui, peut-être un plus jeune qui aura émergé, ça viendrait de Gaîté et tout. Ah, hyper intéressant comme news. Moi, je me demande même sur cet anticipé, évidemment que Mélenchon apparaît intuitivement comme le seul candidat. On se dit qui aurait les épaules, qui aurait la prestance, mais aussi
est-ce que le bagage ne va pas être de trop, quoi? Est-ce qu'il faut pas une figure plus rassembleuse, plus lisse, qui effraie moins, qui rassure? Ou est-ce qu'on va dans la proposition radicale? Parce que finalement, la proposition radicale a bien marché aux législatives. Est-ce qu'on arrête de rassurer? On dit non, on y va à fond. Mélenchon, il porte le truc depuis des années à bout de bras. Il incarne une rupture. Il incarne une bagarre contre les institutions. Après, Casté, elle peut rassurer. Elle peut amener un vote de consensus qui rassurerait par exemple beaucoup de SOSDEM et tout. Tondelier appelle à un front républicain de Hollande à LFI. Franchement, en tant qu'Hollande, il ferme sa gueule, il peut venir, hein. Il a le droit, on lui met un siège à l'arrière, il se met dessus, il fait son podcast là. Le podcast de Hollande, quelqu'un l'a écouté? Je sais pas, je me dis, il y a un auditeur, c'est lui-même, il est là comme ça sur son scooter, il est comme ça, il écoute son podcast. Je sais pas de quoi il parle, qui a envie d'écouter François Hollande, putain, déjà quand il était président, t'avais pas envie de savoir, alors qu'il tenait le pays, il avait les codes nucléaires, personne voulait l'écouter ce connard. Et le gars il s'est dit, je vais faire un podcast. Non mais voilà, si Hollande il veut venir, mais viens, Hollande, viens. On te met dans le coin là-bas. Y a pas de souci. Par contre, si le mec, il a des velléités qui veut ne serait-ce que le quart d'un ministère, alors là, non. Non, on n'en veut pas, là. Non, c'est pas possible, là. Ou le ministère du podcast, on le mettra, il sera tout seul. Il fera passer une loi. Obligé d'écouter son podcast tous les matins dans les transports en commun de la RATP. C'est comme ça. Vous rentrez dans le RER, vous avez « Bonjour, je suis François Hollande ». Imitation, j'avais promis une imitation. « Bonjour, je suis François Hollande ». Elle est bien, celle-là. Elle est bien faite, hein. Oui, Manuel Valls, oui. Mais voilà, mais je veux que vous gardiez faut que vous gardiez votre force, quoi. À chaque fois qu'on gagne un truc, vous avez pas remarqué? Et je sais pas si vous avez remarqué, allez, on est dans les années 2000, vous êtes sur Internet, et je suis Squeezie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on gagne une élection, quand on est de gauche, on vient nous dire, en fait, vous avez pas vraiment gagné. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je trouve ça un peu nul. Et oui, Jamie, les médias sont de droite. Et du coup, ils n'aiment pas trop quand la gauche est en train de gagner. Alors, ils lui niquent ses chances en niquant son image. Mais surtout, n'écoute pas ça et n'y crois pas. Nous, à gauche, on a ce réflexe, on veut toujours être exhaustif et précis. Vous savez, on arrive comme ça et on est en mode oui, attention, hein, je vais être bien carré, je vais être bien précis. Attention, je vais pas dire de bêtises, hein, sinon je vais me faire engueuler. Alors on est là, on dit oui, alors on a peu de chances de victoire. Même moi, je viens de le faire là. Hein. Je viens de dire oui, bon, c'est vrai, attention, on risque de trop de batati, batata, machin. On n'a pas ce truc des gens de droite. Pensez au soutien d'Éric Zemmour. Les soutiens d'Éric Zemmour pendant la présidentielle. Vous les écoutiez parler. Le mec, il allait être président de la France, envahir l'Allemagne, devenir président de la France et de l'Allemagne, en faire un grand pays qu'il aurait appelé la Frallemagne, et avec ça, il allait gouverner le monde entier. Ils y croyaient. Il allait faire 150% aux élections, tout le monde allait voter pour lui, il allait gagner. Ils ont fait un score de merde. Ils ont fait un score de merde. Cette bande de losers, mais quelle bande de tocards. Et nous, on est là, tout le monde vote pour nous, mais on n'est pas foutu de se dire... Ouais, on a nos chances, pas mal, on gagne des élections de temps en temps, on est stylé quand même. On est vraiment incapable de le faire et on se laisse complètement marcher dessus par des espèces de connards de droite. Il faut pas. Soyez contents, kiffez un peu, hein. Ne faut pas toucher à Arlette, elle a fait trembler des bourgeois en 1v1. Ah non mais Arlette en 1v1, elle te bouffe l'Assemblée. Moi je vous le dis, je le pose comme ça, j'ai peur de rien. Moi je vous dis, Arlette en 1v1, elle bouffe Mélenchon. 1v1 à main nue. On leur donne un couvercle un peu aiguisé de boîte de thon. Moi, je parie sur Arlette Laguillet. Aucun doute. Par contre, pour convaincre les gens de voter pour elle, elle a fait des bons scores quand même de temps en temps, mais voilà, c'était pas à ce point-là. Hein. Ah, Mélenchon a plein de problèmes et il a le mérite d'avoir gardé la fenêtre un peu à gauche. Ouais, mais je le dis, hein, moi je vois simplement d'un point de vue stratégique, je réfléchis au truc. Maintenant, c'est pas quelqu'un d'inintéressant. Enfin, je veux dire, excusez-moi, Mélenchon, comme candidat potentiel d'une gauche unie, ça a de la gueule. Mais on sait aussi que c'est quelqu'un qui a été plusieurs fois candidat, qui a pas gagné. Il n'y avait peut-être pas toutes les cartes dans sa main non plus. Hein. Il y en a d'autres qui ont perdu plusieurs élections et qui ont fini par gagner à la fin. C'est pas impossible que Mélenchon, avec ce qu'il est aujourd'hui, il puisse unir des gens qui sont un peu... saoulés de la politique. De Villepin, Naptunix quand même. Et oui, le meilleur candidat de la gauche, ce sera un con de droite. Et de Villepin, ne vous faites pas mindfucker. Hein. Oui, on est d'accord, il est basé, il est stylé en débat et il dit des trucs cool sur la Palestine. Après, il a fait des politiques de droite, de merde pendant des années. Il a été ministre comme Barnier, un ministre qui a voté la rigueur, qui nous a fait chier pendant super longtemps. Ne vous faites pas mindfucker par de Villepin. On est content, mais il a son bilan et c'est un bilan de
néolibéral de merde. Hein. Ruffin est trop confus et pas sincère. Il a été démontré qu'il séduisait bien davantage au centre qu'à gauche, trop risqué pour moi. Mais surtout pour moi, il a perdu une grosse adhésion de cette gauche un peu révoltée. Moi, là, les révoltés, ils ont pas envie de Ruffin. Hein. En tout cas, Mathieu, merci pour ce live parce que je ne savais pas comment accueillir cette histoire de motion de censure. Je pouvais pas empêcher de penser à une issue négative et ça fait du bien de t'entendre. Ah bah avec plaisir. Et je vous le dis, c'est un live au pif. J'ai peut-être totalement tort. Tout ce que j'ai dit est peut-être annulé dans la seconde. Là, peut-être qu'il y a sur tous les autres lives, ils sont là en mode oh mon dieu, c'est une catastrophe et nous avons des explications très claires et basées pour vous expliquer pourquoi c'est une catastrophe, notamment ce point constitutionnel que vous ignoriez, l'alinéa 22. Oh mon dieu, l'alinéa 22, c'est une catastrophe et tout. Et moi je suis là, oh c'est la fête au village. Ça me rappelle la fois où j'étais tellement bourré que je me suis pas rendu compte qu'il y avait une émeute. Je vous raconterai ça un jour. C'est vraiment arrivé dans ma vie une fois. Je précise que je ne suis pas ivre. Hein. Je n'ai pas bu d'alcool. Je suis juste très content. S'il vous plaît, pas tondelier. S'il vous plaît, pas tondelier. On dirait, tu sais, t'as le chapeau sur la tête. T'es là à ta cérémonie à Poudlard et t'es là, pas Serpentard, pas Serpentard, pas Serpentard. Des fois, c'est Serpentard. Voilà. Si tu voteras quand même. Pense au concombre avec la brosse à chiottes. Ça arrive. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai bien peur que ce soit dans une bulle de validation. Prenez soin de vous et prenez du recul. Non, 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 attention aussi avec ça, quoi. Toujours dire, ah oui, les algorithmes, nous sommes trop entre nous, machin, etc. Ouais, et alors croyez-y aussi. Croyez aussi que le monde entier, c'est une bulle de validation néolibérale de droite qui essaie de vous faire croire que perdre votre vie dans un travail de merde où vous comptez des putains d'agrafes pour après qu'elles soient revendues et que vous ayez un petit salaire à la fin du mois pour vous payer un putain de crédit et le droit de remplir votre frigo avec de la bouffe transformée qui est fait par un autre con dans une autre usine, qui est exploité par un autre con de patron, qui est le frère du cousin de votre patron dans votre usine, qui connaît lui-même votre putain de propriétaire de votre putain d'immeuble, que ça, c'est la meilleure manière de vivre. C'est pas une bulle de validation, ça. Oui, on est dans des bulles de validation, bien sûr, oui, pourquoi pas. Mais vous êtes aussi dans un récit politique dominant extrêmement fort porté par le néolibéralisme, qui a un truc carrément carcéral, quoi. Donc oui, vous avez le droit de vous asseoir 5 minutes avec des gens et de vous dire cool, ça va bien se passer, on va peut-être gagner, on est content. Ça fait chier d'avoir le seum tout le temps. Oh, mais j'engueule, mais comme j'engueule, mais le Mathieu du soir, il est insupportable. Comme il est en colère, cet homme-là, mais on dirait un gauchiste. Les gauchistes, ils crient tout le temps et regardez, il a un col Mao. Oh mon Dieu, mais c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, camarade. Oui, nous avons gagné ce soir. Oui, la citadelle. Ah, mes imitations, mais quel enfer. Ah mon dieu, on est dans Terre 616. Mathieu et Mélenchon, oh là là, meilleure imitation de la journée. Eh, un jour peut-être je vous fais un bon Mélenchon, hein. C'est Jean-Marie Le Pen. Ah, t'es dur Hugo, t'es dur. C'est Jean-Marie Mélenchon. Ah, quel enfer. Merci pour ce live au pif, ça fait du bien. Mais oui, c'est ça. Au final, prenons nos petites wins. Prenez-les, s'il vous plaît, je vous en supplie. Mon message à la gauche, ça va être ça, je pense. Hein. Ça va être l'œuvre de ma vie, ce sera d'expliquer aux gauchistes qu'ils ont le droit d'avoir gagné, quoi. Et il est 23h32, je suis claqué. J'ai déjà fait 3 heures de live. Je sais pas combien de temps a duré ce live, mais je pense qu'on va arriver au bout. Vous m'avez fait trop plaisir, vous m'avez envoyé trop d'énergie, ça m'a fait du bien, oh là là, de parler avec vous, je suis trop content de l'avoir fait. J'ai vraiment hésité, je me suis dit, bon, est-ce que je suis pas un petit peu en train d'arroser mon burn-out? Et toute ma modération m'a dit, arrête, lance pas un live à 23h, tu vas commencer à faire ça tout le temps. Mais je suis content, voilà. C'était un putain de moment d'échange et finalement, voilà, on n'est pas obligé de discuter de tous les points de constitutionnalité du monde, on peut aussi partager quelque chose et ça, c'est trop bien. Tu envoies trop d'énergie, pétage de plomb. Non, pas pétage de plomb, disons, disons plutôt prise d'otage. 500 personnes prises en otage un mercredi soir sur Twitch. Le GGN est envoyé, ma fenêtre va exploser. Nous avons fait tomber la putain de citadelle. Une fois de plus, c'est grâce à vous. Soyez fiers, soyez contents de vous, parce que ça n'arrive pas si souvent. On part chez Daniel Raz. Passez une bonne soirée, prenez les wins, soyez fiers de vous. Abattez la putain de citadelle. On t'apprend à la respecter.